Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir Paul-Marie Couteau. Bonjour Paul-Marie. Bonjour ma chère Anne. Nous avons mis en valeur des belles revues récemment et nous voulions continuer avec votre nouveau conservateur parce que nous pensons que c'est une belle initiative et je voulais donc partager mes joies et les richesses de cette revue avec les téléspectateurs. Alors, Paul-Marie Couteau, le conservateur, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre ? Oh, ça c'est très facile, chère Anne, je pense que vous l'avez aperçu de loin. C'était le titre d'une revue lancée par les contre-révolutionnaires en 1818. Je l'ai appris, je l'ai lu dans votre... On cite beaucoup Chateaubriand, mais il y avait Bonald, il y avait un des théoriciens de la contre-révolution, il y avait Lamennais, qui ensuite deviendra plus modéré et se voudra libéral. Il y avait Villèle, qui allait prendre la tête du gouvernement. D'ailleurs, c'est une revue qui leur a permis de se remettre en selle sous la Restauration. C'est utile, une revue. Chateaubriand est devenu ministre des Affaires étrangères dans la foulée. C'est utile, ça c'est une autre question. Et oui. Le poids d'une revue dans la politique. Oui, bien sûr. Mais vous savez, François Mitterrand a beaucoup utilisé l'effervescence idéologique qu'il y a eu tout au long des années 70 autour de quelques revues qui étaient vouées à la gauche et qui ont donné les mots, ont donné l'élan, ont formaté un peu ce que Gramsci appelle les intellectuels intermédiaires, c'est-à-dire les professeurs, les journalistes, etc. Et tout le monde a répété ça. Les intellectuels intermédiaires. Oui, il y a les intellectuels principaux, ceux qui écrivent des livres ou dans les revues, justement. Et alors, ensuite, ils diffusent leurs thèmes, leurs mots, leurs paradigmes aux intellectuels secondaires, donc, que sont les... Intermédiaires, c'est plus joli. Ou intermédiaires. Je ne sais plus ce qu'il dit, de toute façon, il écrit en italien, mais je ne sais pas si c'est intermédiaire ou secondaire. Et ce sont les instituteurs, les professeurs, les journalistes, et qui finissent par infuser... toute une culture dans une société. Alors ça a marché là pour le conservateur, ça a marché donc pour Mitterrand beaucoup plus tard, mais ça a marché pour le conservateur, puisque on peut dire que la Restauration a trouvé son équilibre avec les mots, avec les thèmes de la contre-révolution. On peut dire lancé par Joseph de Maistre, mais il n'en était pas, bien sûr, par nature, il était disparu. Et... Chateaubriand avait lancé le mouvement de la contre-révolution vraiment à l'échelle grandeur nature, puisqu'il avait beaucoup de lecteurs pour le génie du christianisme. Il a renoué avec la veine chrétienne, en réalité, c'était ça son succès. Qui est un livre fantastique. C'est un livre qui a tranché, une fois pour toutes... On devrait la négation du christianisme qui avait été le fait des républicains depuis... Et qui est toujours. C'est toujours... Il faut toujours refaire. Il y a des constantes, il y a des tendances lourdes. C'est d'ailleurs pour ça que le nouveau conservateur se veut d'inspiration chrétienne, s'inspire de la démocratie chrétienne ou de la doctrine sociale de l'Église. Et je l'ai lancé avec l'aide de mon ami Jean-Frédéric Poisson et de son parti politique, le PCD de Christine Boutin, qui s'appelle maintenant Via la Voix du Peuple. Je n'avais jamais lu Frédéric Poisson, j'avais juste entendu. C'est un philosophe de haute tenue. Il écrit très bien, Très inspiré par le thomisme. Je m'entends très bien avec Jean-Frédéric Poisson. Il est directeur de la publication, et je suis directeur de la rédaction, enfin on travaille ensemble. Et je dois dire qu'il a, c'est rare en politique, il a ce don de donner du poids à sa parole par une érudition assez large. Très large même, anormalement large pour un homme politique. Voilà. Au départ, il n'est pas politique. C'est un philosophe. C'est un philosophe, au départ.
Puis il s'est spécialisé d'ailleurs dans le droit social, au nom de la doctrine sociale de l'Église. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Réfléchissons à ce que peut être ce que peut recouvrir le mot conservateur. Un mot qui revient de loin, parce que on peut dire qu'il a été mis à l'honneur donc par Chateaubriand et consorts au début du 19e. Et puis ensuite, il s'est enlisé dans une sorte de c'est surtout que la Restauration s'est terminée par le sacre de la République. D'une certaine façon, oui. Et non, il y a encore pire, c'est que les écrivains conservateurs, alors le premier Hugo par exemple, ou même plus tard Flaubert, ont décrit le conservateur sous les traits du bourgeois replé en pantoufles avec un cigare au coin du feu de cheminée. Oui, et ce qui a tué l'image. Le conservateur, ça a été au XIXe siècle caricaturé sous les traits du pauvre provincial. Voilà, Monsieur Bovary en somme. Et puis ensuite, la tradition conservatrice a pris d'autres mots. Le relais a été pris au fond par l'Action française. D'une certaine façon, la contre-révolution s'est muée dans ce magnifique mouvement qui est devenu une école de pensée, c'est pas à vous qu'il faut le dire, l'école d'Action française. Et puis, alors, serez-vous d'accord ou pas? Je devine que vous ne le serez pas, mais une fois l'Action française épuisée, c'est un lecteur assidu de l'Action française, monarchiste patenté. C'est un lecteur d'Action française qui a mal tourné. Le général de Gaulle, qui a repris toute une nouvelle génération après la guerre, après 1940, petit à petit, et qui a donné une sorte de regain au thème conservateur, sans se vouloir conservateur, parce qu'il faut dire qu'entre-temps, l'hégémonie de gauche et progressiste, je voudrais qu'on nous dise un mot du progressisme d'ailleurs, a pris le dessus. Donc le conservateur est devenu réactionnaire contre le progressisme ambiant. Le problème, c'est que ce conservateur a donné le pouvoir à la gauche à l'université, dans les maisons de la culture, à Malraux et tutti quanti. Je suis le premier à me plaindre des carences du gaullisme et du général de Gaulle, qui était un statocrate, c'est-à-dire qui s'intéressait à l'État et pas au combat culturel. Et ça nous coûte très cher. C'est-à-dire que pour lui, il n'y avait peut-être qu'un seul écrivain, c'était lui. J'ai peur. Non, c'est pas vrai, parce qu'il a dit non, Anne, c'est excessif. Je suis excessif, vous le savez bien. L'antigaullisme est toujours excessif. Je le sais bien, oui. Et votre passion, elle, n'est pas excessive. Non, la preuve, c'est que je suis en train d'en faire la critique. Ce n'est pas grave. Il a raté beaucoup de choses. Je vous admire beaucoup. Il aimait justement Chateaubriand. Avec votre bagage gaulliste. Il aimait Bernanos, autre royaliste notoire. Enfin, l'erreur fondamentale, c'est de donner quand même tous les pouvoirs au Parti communiste. Et deuxième grande erreur, c'est la division de la France. Enfin, on ne va pas en parler maintenant. Il a donné notamment la télévision. Il a laissé la télévision entre les mains communistes. Monsieur, je souscris tout à fait à cette critique. Vous le savez bien. Donc ça n'a pas fait souche finalement le gaullisme. C'est devenu tout le monde en parle. Une carte professionnelle pour se faire élire. On a l'impression qu'ils sont tous fils de Gaulle ou petits-fils de Gaulle. C'est à mourir de rire. Il a été grand à leur classe. Ils sont tout petits, les gaullistes, souvent, et De Gaulle est grand pour tous les autres. C'est une imposture. Alors, ce progressisme qui s'est répandu comme j'ai envie de dire, comme une maladie, absolument dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Écoutez, je crois que ça aurait beaucoup amusé ou interloqué la plupart des grands anciens, des Grecs et des Romains, si on leur avait dit que l'humanité était vouée à un progrès éternel, à une marche constante vers une sorte d'homme nouveau. Ça n'était pas dans la tête, y compris les plus grands penseurs de la Grèce ou de la Rome antique, l'idée du progrès. L'histoire, pour eux, était cycle, comme les saisons. Les païens reprendront ça d'ailleurs ensuite. Et ça existe encore aujourd'hui. Ça veut dire ça a une certaine force. Comme les saisons, comme les jours, comme les cycles de la vie et de la mort. La vie est cycle en réalité. Je suis plutôt partisan de cette lecture du temps et de l'histoire. Mais le progressisme a été introduit par le christianisme, Anne. Oui. Comme une espèce de marche de l'humanité vers un mieux permanent, un dévoilement. Saint-Augustin est tout à fait dans cette ligne. Et on peut dire que les chrétiens ont été, d'une certaine façon, des progressistes, mais à une échelle du temps
qui a été complètement subverti à partir du XVIe, XVIIe, je ne sais pas, par l'esprit moderne. Oui. Peut-être la découverte du Nouveau Monde, peut-être oui. Les progressistes se sont appuyés sur le christianisme en faisant un levier, ce qui est totalement différent. Il y a du progressisme dans la doctrine chrétienne. Non, le progressisme, c'est un progrès intérieur, c'est un progrès d'amélioration de soi. Mais le Christ a bien dit, je ne suis pas le roi de ce monde. Et il y a un paradis et il y a un enfer. Et sur terre, voilà quel est votre travail. C'est une dérive gnostique, comme dit Harwell. Oui, ça prend souche, en effet. C'est trop facile de dire le christianisme est responsable de tout. J'entends ça toute la journée. Je ne dis pas ça. Non, pas vous, mais c'est une accusation qui... si on connaît bien le christianisme dans sa philosophie, ce qui n'est absolument pas mon cas, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais je sens bien intuitivement que c'est une manipulation bien faite, extrêmement costaud. La culpabilité dans les procès, c'est la faute du... Le matérialisme, surtout anglo-saxon, anglais d'abord, l'utilitarisme, s'est emparé de l'idée du progrès pour disqualifier ce qui est ancien. C'est ça la grande matrice. Et la philosophie des Lumières, le progrès est dans la philosophie des Lumières. Oui, déjà. C'est-à-dire, l'homme va vers il faut un homme nouveau, il faut un homme nouveau. C'est là la perversion. C'est là la perversion, absolument. Peut faire fabriquer, et Harwell a raison de dire que c'est une dérive gnostique, d'où dérivera la gauche d'ailleurs. Dès le XVIIe, d'une certaine façon, la victoire des modernes sur les anciens, à l'Académie française, c'est 1785. Mais est-ce que il n'a pas un petit coup dans l'aile, ce progrès? Oui. Alors, cet homme nouveau, demain on rase gratis, demain vous serez tous heureux. Mais parce que, observez que tout ce dont le progressisme a été la matrice, le communisme, le socialisme... Tout ça est mort. Le libéralisme, d'une certaine façon... Le libéralisme a encore des beaux jours, là. Je ne sais pas si c'est le libéralisme. On a tout fait de qualifier de libéral un peu n'importe qui, y compris l'actuel président de la République, qui a augmenté les impôts dans des proportions terribles, l'endettement, le rôle de l'État, et même le rôle de l'État poussé à une dictature sanitaire pure sucre. Aucun dictateur n'aurait jamais pensé pouvoir imposer à des familles le nombre de personnes qui peuvent être à table pour Noël. C'est un totalitarisme fou en ce moment. Avec les grands-parents dans la cuisine. Oui, c'est ça. On mettra c'est un totalitarisme plus sauvage encore, plus précis, plus dur que n'importe lequel. Donc je n'appelle pas ça du libéralisme. Mais pour en revenir au point essentiel, vous avez raison, le progressisme et ses rejetons communistes, socialistes, libéral, si tant est que ce mot puisse être encore utilisé tellement il a de sens et tellement il est dévoyé. C'est-à-dire que ça dépend sur le plan économique ou le plan etc. intellectuel. Oui. Eh bien, tout ça meurt. Il y a une espèce de régression, et d'ailleurs on y insiste aujourd'hui, la régression de la gauche est incroyable. Pensez qu'à la prochaine présidentielle, d'après les sondages qui ont cours, la gauche arrive à 25%. Alors il faut y ajouter les 20 ou 22% de Macron, mais ça fait plus de majorité. Le discours de déclaration de Zemmour est d'ailleurs un exemple fantastique de déclaration conservatrice. Oui, ça c'est du conservatisme pur. D'ailleurs c'est dans la lignée d'un Chateaubriand, c'est lyrique. Oui, je suis content que vous ayez lu ça comme ça. C'est lyrique. Je l'ai entendu, ce qui est mieux encore. Oui. Parce qu'en plus, avec la cinquième de Beethoven par derrière. La septième de Beethoven, c'était fantastique. Oui. Elle a de mauvais relents, cette septième. Enfin, peu importe. Je ne suis pour rien dans le choix de la musique. Oui, enfin, c'est un très beau. Mais ça donne un élan extraordinaire. Et vous avez tout à fait raison. Il y a un certain regain. Au fond de la pensée classique, celle qui justement, comme cette fameuse déclaration de candidature, s'inspire du passé et cesse de regarder ce qui a été le fait des progressistes pendant 3 siècles. Vers l'avenir. Cesse de regarder non seulement vers l'avenir, nous pouvons nous regarder vers l'avenir, mais un avenir qui doit être nécessairement meilleur, différent du passé, et surtout qui doit s'inscrire contre les leçons du passé et les héritages. C'est là la folie des modernes, et elle a peut-être secouer l'Europe pour le meilleur. C'est refuser la tradition, en fait. Mais le crime, c'est refuser. Surtout pour le pire. Refuser la tradition.
c'est refuser la tradition, c'est refuser les leçons de l'histoire, c'est refuser les héritages comme étant dévalués par rapport... Et c'est dans le discours de Perrault de 1685, c'est-à-dire le fameux discours qui lance la querelle des anciens et des modernes. Ce qui est très amusant, c'est d'ailleurs que ça se présente comme un éloge de Louis XIV. Ces rois modernisateurs, dans ce numéro-ci du Nouveau Conservateur dont vous parliez, je publie un entretien avec Jean-Christian Petit-Fils. Remarquable. Sur Henri IV. Sur Henri IV. Mais remarquable. On n'est pas tout à fait d'accord. Pourtant, j'aime beaucoup Jean-Christian Petit-Fils et son Henri IV est palpitant. Enfin, c'est écrit d'ailleurs d'une main de maître. Remarquable, oui. C'est remarquable. Mais enfin, il n'admet pas dans la conversation que j'ai avec lui que Henri IV lance au fond le progressisme et avec quelques teintes protestantes d'ailleurs. Il est resté protestant, Sully était un protestant, et il lance la machine matérialiste, progressiste, qui finira par s'imposer un siècle plus tard. Il fait manger la poule au pot à son peuple, qui ne mangeait pas tout à fait toujours à sa faim. Il devient très centralisateur, c'est pas, très jacobin, on peut dire. C'est pas Colbert. Très lointain. C'est pas Colbert et c'est pas Napoléon. Il lance la machine. Et c'est pas Napoléon. Il lance une machine qui ira jusqu'à Napoléon. Oui, mais où s'arrête la centralisation et où commence l'action? Si on est roi et qu'on ne fait rien, voilà, la balance est délicate. On peut être roi sans tout faire aussi. Sans tout faire, mais il a donné l'impulsion. Capétienne. Oui, mais pourquoi le roi est là? Les Bourbons sont... Pour donner une impulsion. Oui, les Bourbons ont l'impulsion facile et l'impulsion quelquefois autoritaire. Bon, ça c'est une évolution personnelle, j'ai toujours admiré tous les rois, mais finalement j'aime encore plus les rois pré-Bourbons, les Valois me plaisent beaucoup. Ouais. Et eux ne se préoccupaient pas tellement de progrès et de... Oui, mais est-ce que donner à manger à ces peuples est progressiste? Alors Louis XVI est progressiste dans ces cas-là, quand il dit « mes peuples ». Louis XVI est très progressiste, c'est un technicien, c'est un techno, Louis XVI. Il adorait les techniques nouvelles et il adorait ça, c'est un techno. Mais bon, c'est le fait d'une génération, même de plusieurs générations, et vous avez tout à fait raison. On assiste 3 siècles plus tard, si on prend pour point de départ la querelle des anciens, ou plutôt la victoire des modernes sur les classiques, d'évaluer sous le nom d'ancien aussitôt, ça voulait bien dire ce que ça veut dire. Est ancien et tout ce qui est dévalué, ou tout ce qui s'inspire du passé est critiquable. Et cette matrice aura dominé l'Europe pendant 3 siècles, et elle se casse la figure sous nos yeux. D'où le nouveau conservateur. Très bien. Et ce qui relève de la tradition, ce qui était par exemple dans l'enseignement traditionnel avec les Grecs et les Latins, avec Racine, Corneille, n'était-il pas un frein justement au progrès et même une contradiction du progrès? De la philosophie du progrès. Est-ce que c'est pas pour ça qu'on a dégagé tout cet enseignement? C'est vrai. C'est très mêlé. Il y a toujours eu en Europe, c'est peut-être ce qui pourrait nous sauver, c'est peut-être la dernière chose qui pourrait sauver, une résistance au progressisme absolu. Il y a toujours eu des références tout de même, y compris dans les Lumières, aux anciens, aux Romains, aux Grecs. Et je pensais à ça en venant vous voir. Je disais quelque chose sur la révolution culturelle chinoise. Oui. Elle est allée très loin, cette révolution culturelle. Ouais. Songez, on a passé très vite là-dessus. Elle a même été... elle a été célébrée. Célébrée. Giscard disait que Mao était un grand homme. Exactement, non seulement par la gauche, l'extrême gauche, mais par tout le bloc moderniste. Et Giscard, comme vous le dites très bien. Alain Perfit, d'ailleurs, de temps en temps, est un peu ambigu. Donc on a passé sur cette révolution culturelle, et je crois qu'elle est très emblématique. Je ne sais pas si le XXe siècle n'a pas été toute une révolution culturelle, en réalité, autoritaire, pour éradiquer nos racines, mais jamais complètement. En Chine, c'est allé très loin, c'est-à-dire que les jeunes gardes rouges pénétraient dans les maisons, dans les fermes, et dès qu'on repérait quelque chose de l'ancien monde qui n'avait pas été détruit sur ordre du Parti communiste local, on alignait les familles devant les maisons, on les passait par les armes. Vous auriez été déporté dans les campagnes parce que vous portiez des lunettes.
les médecins qui portaient des lunettes ont été déportés dans les campagnes. Non, c'est effrayant. Mais cet aveuglement sur... il y a 3 aveuglements. Il y a l'aveuglement sur la Révolution française. On n'en parle pas, c'est vraiment très très bien. C'est l'apothéose, la Révolution française. Or, c'est la matrice de tout ça. La matrice, bien sûr. L'aveuglement sur la Révolution soviétique. Fantastique aussi, rebelote. Il faut supporter les chantres de la Révolution. Et 3e révolution qu'on se tape, Mao est de nouveau aveuglement. Vous comprenez, ils sont trop nombreux, l'enfant unique c'est merveilleux. Etc. Enfin, je veux dire. Mais oui, mais parce que ça c'est toute la 3 aveuglements. Mais faut être quand même un peuple de cinglés pour faire ça. C'est logique. C'est cinglé. Quand la matrice progressiste s'emballe, et ce sont tous des progressistes. Ça a été le progressisme a été l'alpha et l'oméga de la pensée politique tout au long du XXe siècle, du 19 et du XXe siècle. Et donc c'est normal qu'ils aillent jusqu'à l'extrémité de la folie progressiste et qu'ils deviennent baba devant des phénomènes comme la révolution culturelle, dont je disais justement qu'il est très violent en Chine, mais qui a été au fond permanent au XIXe siècle et encore plus au XXe siècle, surtout après l'arrivée des Américains. Après 1917. Oui. Ils sont arrivés avec des armes et des soldats, mais ils sont surtout arrivés avec des affiches. J'en ai trouvé dans l'armoire de mon grand-père il n'y a pas longtemps, des tas d'affiches sur le thème le sauveur américain. Ouais. Et il y en avait partout en France. Ils ont fait de la propagande avant de faire la guerre en 1917. Et ils ont continué. Ça c'était une révolution culturelle. C'est eux d'ailleurs qui ont inventé la propagande. Oui, certains Russes et les Américains. Dans les années 20. Justement dans cette période-là. C'est eux qui ont inventé la propagande. Et ça a complètement modifié. Oui. Alors heureusement qu'on s'est raccroché à quelques écrivains, à des cours d'histoire, oui. à des paradigmes extérieurs au progressisme. C'est-à-dire qu'à l'époque, oui, le substrat culturel était si fort qu'il a perduré. C'est ce que je disais. Ça nous et puis à l'époque aussi, il y avait une élite qui réfléchissait, mais après on a enseigné à tout le monde. Tout le monde a passé le bac, c'est bien connu. Oui, et on a cru qu'ils étaient tous intelligents, mais non, parce que le programme ayant complètement baissé, on a divisé par 10 ce que les enfants apprenaient, et résultat, c'est un défilé de tête creuse. Les élites, y compris Paul Morand, dans les années 20, dans les années 30, ont eu la tête tournée par le progressisme. C'est surtout les élites qui ont cédé. Regardez Drieux-La Rochelle, qui vante les États-Unis dans les années 20, avant de vanter le nazisme, qui est un progressisme devenu fou. C'est un modernisme. La création de l'Ubermensch, le nouvel homme, c'est ce que nous disions tout à l'heure. C'est comme le nouvel homme communiste. Il s'agit de créer un homme entièrement nouveau. C'est ça la folie. Ce qui revient aujourd'hui sous les espèces du transhumanisme, dont nous parlerons peut-être. Et là, le danger, c'est le grand sujet. Grand ennemi de l'esprit conservateur. Oui, mais abordons ça parce que finalement, pour finir avec Drieux, il a fini par admirer la révolution communiste dans les derniers mois de sa vie. Il a fini communiste, Drieux-La Rochelle. Mais vous voyez, toutes les élites ont eu la tête tournée par les différents modernismes, se rattachant aux uns et aux autres, contre la tradition nationale. Alors, il y avait des Bernanos, heureusement, il y avait des écrivains royalistes, il y avait des Daudet, mais il a été énorme, le travail d'éradication nationale, on peut dire, auquel s'est joint d'ailleurs ensuite l'éducation nationale. Il y a un très bon article de Jean-Frédéric Poisson qui s'appelle « L'assujettement au progrès technique n'est pas une éthique ». Oui, ça résume assez bien. Ce que nous avons dans le collimateur, au niveau conservateur, c'est le Goldstedt d'Heidegger, c'est le raisonnement de toutes les activités humaines par la technique. Et l'oubli comme l'a dit Bernanos, de la vie intérieure. Quand Bernanos dit le monde moderne est une machine. Est une conspiration permanente contre la vie intérieure, il a tout dit. Et le débat est là. Et aujourd'hui, ça s'emballe sous des espèces tellement folles, le transhumanisme, la création d'un homme immortel, enfin c'est ce que nous promettent les grandes entreprises californiennes, à commencer par Google, qui consacre beaucoup d'argent à des recherches qui doivent mener à l'immortalité des hommes. Vous vous rendez compte, cette espèce d'emballement, mais je crois que ça c'est le début de la fin, parce que c'est beaucoup trop contraire à ce qui est, à mon avis, la grande quille de la pensée conservatrice, c'est-à-dire la nature des choses,
la nature des hommes, la nature humaine, tout simplement. Et j'ai envie d'ajouter la mesure. Oui, c'est ça, grec. Voilà, l'opposé étant la démesure, c'est-à-dire l'hubris. À partir du moment où une pensée dérape, elle tombe dans la démesure et patatras. Mais encore faut-il avoir lu les mythes grecs pour savoir ce que c'est que la démesure. Et là, visiblement, un certain nombre d'Américains et de gens d'ailleurs, n'ont pas cette notion-là. Il faudrait peut-être faire un charter jusqu'à Athènes. Il y a une hubris qui s'est passée sous nos yeux, passée presque inaperçue, qui était invraisemblable. La loi du 19 juillet, du 31 juillet 2020, autorisant l'AME, pas l'AME, l'interruption médicale de grossesse jusqu'à 9 mois. Oui, là. C'est là est l'hubris. C'est-à-dire qu'on commence... Parce qu'on est en plein eugénisme, pour commencer. Hein. C'est-à-dire que... L'hubris, et puis le totalitarisme. On se débarrasse des enfants qui ne sont pas normaux. La criminalité. Sous couvert de politique sanitaire, d'examen prénatal. Exactement. Bon. Et ça veut bien dire que ce qui a été commencé avec l'IVG par la loi Veil... peut délirer, c'est ce que vous dites, peut devenir une véritable ça progresse pas. Voilà. Et ça, je crois que ça arrive au bout de son cycle, justement. Parce que je crois à l'histoire cyclique, et je crois qu'il y a un grand renversement, mais qui se lit à la hauteur de 3 siècles. C'est-à-dire que moi, je crois au balancement. C'est ça. On n'a qu'à voir d'ailleurs les pays très catholiques qui tournent dans le délire. Le Québec, le Canada, qui était très catholique, qui devient l'Espagne, qui ne jure que par Pedro Almodóvar. La Belgique, qui était jadis un pays très catholique, puisque tous nos catholiques étaient partis chez eux en raison des lois républicaines merveilleuses, donc au début du siècle, qui deviennent aussi affolés par le progrès. Mais je pense qu'il y a un mouvement de balance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je crois que de réaction. Je préfère le mot conservateur parce qu'il dit beaucoup de choses. Je disais qu'il inclut une part de libéralisme sans les aspérités du libéralisme. Il fait référence à la souveraineté des nations sans les radicalités du souverainisme. Je suis bien placé pour en parler. Il y a du populisme parce que le peuple est le dépositaire de la tradition, là comme ailleurs. D'ailleurs, j'en parlais à propos de la Chine, mais partout les peuples sont dépositaires des traditions. Donc il y a aussi du populisme. Alors pourquoi ? Expliquez-nous pourquoi les peuples sont dépositaires de la tradition. Est-ce que c'est pas parce que le peuple est enraciné ? Plus que les élites, bien sûr. Est-ce que la racine... voilà. Mais bien sûr, parce que la vie est complètement différente pour surtout maintenant, pour un acteur, un écrivain, un homme politique qui prend l'avion tous les 3 jours, qui a en tête le monde entier et finalement l'oubli de soi-même, qui méprise un peu ceux qui restent attachés sur leur terre. J'allais dire au socle, à la charrue en tous les cas, à la terre, au village, à la ville moyenne, et qui sont des ploucs. C'est ça le hiatus entre les élites, et notamment les élites politiques, et le peuple, c'est qu'ils n'ont pas le même univers dans la tête. Et le peuple ne prend pas l'avion tous les 3 jours pour aller une fois en Chine, une fois à Santa Barbara, etc. Il y a une phrase de Bainville que j'aime beaucoup, c'est « Nous sommes là de ce qui n'est pas éternel ». Non, c'est pas Bainville, c'est Thierry Monnier. « Nous sommes là de ce qui n'est pas éternel ». Il y a le conflit entre ceux qui ont la bougeotte et ceux qui vivent dans l'éternité, qui refont les gestes de leur père, de leur grand-père et de leur arrière-grand-père. C'est une phrase de Platon que j'aime beaucoup. Pour être éternel, il suffit de vivre parmi les choses éternelles. C'est joli. C'est la répétition de génération en génération des mêmes gestes, des mêmes croyances, qui finit par abolir. C'est une meilleure abolition du temps et de la peur de la mort que l'abolition du temps progressiste. Oui, bien sûr. Qui consiste à ne plus regarder le passé. Et d'ailleurs, à s'enfermer dans le présent, parce que c'est très étonnant. Les vrais progressistes ne regardent pas l'avenir. C'est une espèce de nébuleuse, comme chez les communistes d'ailleurs. Plus tard, ça sera de toute façon bien, mais on n'y pense pas. On ne pense pas à faire des politiques à long terme. Non, ils sont un peu comme des hamsters dans une boîte. Ils font le truc qui roule, là.
Oui, il pédale, on ne sait pas vers où il pédale, mais il pédale. Ah, ils sont sûrs d'arriver à quelque chose de magnifique. Même le nazisme, hein, d'une certaine façon, a voulu créer un homme nouveau et un horizon indépassable. Mais alors, restons sur l'article de Jean-Frédéric Poisson, parce qu'il est très intéressant. Il répond à l'accusation du texte de l'Évangile, dominer la terre, sur la domination de la nature. C'est très intéressant sa réflexion. Soumettez la nature et dominez-la. C'est terrible. Mais ça n'a jamais été pour son mal, ça n'a jamais été pour un mal. Heureusement, la phrase est contredite par plusieurs autres passages des textes saints. Non, mais tout dépend comment on veut la voir. Hein. Oui, ça c'est sûr. C'est derrière une phrase. Cette phrase est assez... c'est Saint Paul, hein, d'ailleurs. Oui, c'est Saint Paul, Cette phrase est assez terrible, évidemment, elle n'est pas écolo. Et je prétends... Non, mais enfin, l'écolo n'est pas l'alpha et l'oméga de... Non, mais le souci de la nature, dont vous disiez que c'est une espèce de quille qui nous empêche de verser dans la démesure... Oui. Notre quille, c'est la considération de la nature humaine indépassable, qui est une modération en réalité, et de la nature tout court. Et je reproche beaucoup aux écologistes de se soucier ni de la nature ni de la nature humaine, justement. Oui, non, puis là, encore une fois, la mesure exige qu'on ne fasse pas rendre à une terre plus qu'elle ne peut, que la jachère est une chose ancestrale, est une idée ancestrale, une pratique ancestrale qui a ses raisons, qu'on ne fait pas faire un enfant par un homme, qu'on ne va pas louer le vent d'une autre. La nature. Donc, et la nature humaine, on ne la corrompra pas. Quand on dit soumettez la nature et dominez-la, ça veut dire défrichez votre terre et faites-la produire. Oui. Ça ne veut pas dire foutez des pesticides pour qu'elle me rapporte davantage de blé. Pas comment on la comprend. Mais Jean-Frédéric Poisson a de très nettes considérations là-dessus. Non. Il est très intéressant. Oui, c'est très intéressant, mais c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit à propos de ce texte. Nous avons beaucoup de bons papiers dans ce très bon papier, absolument. Le prochain paraîtra en janvier sur le bien thème commun. Du bien commun. C'est une bonne idée, celui-ci, le numéro 5, puisque le premier numéro est paru à l'automne 2020, celui-ci est consacré plus spécialement à l'univers pacifique. Voilà comment est organisée la revue. Il y a d'abord un dossier d'une 60aine de pages, et ensuite des chroniques qui en font 80 ou 90, ce qui fait que l'ensemble fait 150 pages. Mais le dossier de ce numéro 5 est un dossier géopolitique, où nous avons essayé de trouver, de décrire, je ne sais pas si on l'a trouvé, de décrire le rapport de force de part et d'autre du Pacifique qui devient hélas, 3 fois hélas, parce que pour nous on est loin, la matrice du monde, enfin le cœur du monde. Et vous avez ça a été la Méditerranée, ça a été l'Atlantique, et maintenant c'est le Pacifique. Hein. Bien sûr. Heureusement la France y est présente. Et vous avez, oui, mais avec un Clémenceau qui dit que les diplomates sont des crétins, on ne pouvait qu'arriver à ça, hein, parce que le problème des relations internationales, c'est le diplomate. La marine française est très présente dans le Pacifique, et je ne parle pas de la Nouvelle-Calédonie. Oui, les marins sont des grands ambassadeurs. Oui, et bien meilleurs ambassadeurs. Vous avez raison. Mais il y a un article de Caroline Galacteros qui est très intéressant. Vous avez apprécié. Oui, parce qu'elle est, elle est de grande force, elle est de grande lucidité, elle parle franc. Oui, vous savez, les géopolitistes ne sont pas nécessairement des gens modérés. Au contraire. Non. On a un très bon papier aussi, un très long entretien que nous a accordé Alain Juillet, qui a été longtemps responsable du renseignement et qui connaît parfaitement les rapports de force et qui les analyse parfaitement de part et d'autre du Pacifique, avec notamment des connivences plus importantes qu'on ne croit, on revient à ce qu'on disait précédemment, entre la Chine et la Californie. Notamment, ils communient autour de l'idée d'un homme nouveau. Ils sont tout près l'un de l'autre. Au fond, ils se font face avec des oppositions et des connivences. Et ils sont venus en Californie dans des cercueils pour piquer les... Vous avez lu ça, pour piquer les techniques américaines. Ils les piquent et en même temps, il y a une collaboration. Enfin, ils les piquent et ils travaillent ensemble. Trump, par exemple, a dit quelque chose de fascinant. Oui, absolument. Un résumé de la situation.
vilipendant les universités et les centres de recherche californiens, parce que la Californie est un monde à elle seule. Je crois que le PNB de la Californie est supérieur au PNB français, même. Ça, c'est vraiment une grande puissance. Une puissance. Et Trump se plaignait que les laboratoires et universités californiennes travaillaient davantage avec, et c'est encore le cas aujourd'hui, avec les laboratoires chinois et universités chinois qu'avec ceux du reste des États-Unis. Et il y a tout un monde qui se dessine de part et d'autre du Pacifique, que nous avons essayé de décrire, et qui communie autour de la dernière folie moderniste, c'est-à-dire la création d'un homme entièrement nouveau, mais alors qui est extraordinairement enrégimenté, méthode politique sanitaire contre le Covid, c'est-à-dire tous derrière des écrans, avec le crédit social. Avec le crédit social dont nous parlons beaucoup, qui est très intéressant, vous savez ce que c'est, c'est-à-dire que chaque individu a, à sa majorité, un crédit de 300 points, je crois. Il a été changé récemment, parce qu'il y en a un peu plus. Non, 900. En Chine, c'est 900. Il y en a un peu plus. Oui, c'est ça. Vous enlevez des points. On vous enlève des points. Alors, ce n'est plus si vous portez des lunettes, mais ça revient au même. Si vous parlez à des étrangers, à Pékin, on vous enlève un point. Ça a toujours été le cas, d'ailleurs. Si vous partez en vacances, là, on vous enlève des points, sauf si vous êtes membre du parti. Et puis, vous pouvez en gagner si vous travaillez si vous donnez votre sang, si vous donnez votre sang, si vous travaillez 20% de plus que si vous célébrez le grand conducteur 14. Voilà, et là, on regagne des points. Et si on montre des passeports sanitaires, et d'ailleurs, bientôt, des passeports carbone. Ça s'installe en Chine aussi, ça va venir ici aussi. C'est eux qui ont inventé cette histoire de passeport qui devient le QR code. Bon, on est déjà sous influence chinoise. Et cette dictature-là, qui devient un totalitarisme que j'appelle techno-progressiste, c'est le grand ennemi de l'esprit conservateur, c'est ce que nous ciblons, elle est en train de s'installer de part et d'autre du Pacifique. En Australie, notamment, on fait des choses folles au nom de la lutte, d'ailleurs un peu partout dans le monde, au nom de la lutte contre la Covid. Ah oui, les Australiens sont en avant de la... Et oui, je vous dis, c'est le centre du monde moderne. Ils gazent tout le monde, ils mettent les récalcitrants dans des camps. C'est invraisemblable. Ils piquent les femmes enceintes. Mais les progressistes sont toujours en train d'inventer des camps. Alors, sous couvert de lutte contre le Covid, on vous invente des camps parce que vous n'êtes pas vaccinés. Les communistes ont utilisé les camps à haute dose en Russie. Les Chinois en utilisent toujours. Il y a toujours des camps de concentration avec des morts considérables. Ils prétendent qu'un des évêques, l'un des derniers évêques libres de Chine a disparu et ils ont eu le toupet de dire qu'il était parti en vacances. C'est pas joli, il est non? Dans un camp. Mais ils n'ont peur de rien. Ils n'ont peur de rien. Oui. Mais ça fait froid dans le dos, surtout si on pense qu'ils ont des alliances avec les États-Unis. Parce qu'alors là, la pauvre Europe, mais justement, la pauvre Europe, elle a elle-même comme consolation et peut-être comme ressource ultime son passé notamment. Son intelligence, ses héritages, sa tradition, vous utilisez son ancrage. Son ancrage qui peut lui permettre de passer au-delà de toutes ces tourmentes, parce qu'elles s'effondreront. Ce sont des millénarismes, c'est-à-dire qu'ils ne dureront pas. Comme le communisme, comme le nazisme ont été des millénarismes, comme aujourd'hui le transhumanisme, qui ne dureront pas, ça passera. D'ailleurs, le mouvement vers les terres profondes, si je puis dire, le mouvement vers la campagne, le mouvement de sortie des villes, est certainement un retour à cette tradition, à ce on a tout de même toutes sortes de bons réflexes. Alors, vous parlez du retour. Moi, j'ai toujours vécu à la campagne en partie. Je vois revenir tout le monde. Dans la campagne charentaise, les maisons sont pleines alors qu'elles ne l'étaient pas avant la Covid. Oui, ça c'est bien. Et je suis un grand, on en avait parlé récemment, partisan du retour à la campagne, mais pas à la mode Mao, c'est-à-dire à la transition, à l'enracinement. La France a une grande carte, c'est sa superficie. Grande superficie. Avec la Russie, c'est la plus grande superficie. Et beaucoup de terres qui sont encore inoccupées. Et des traditions, et des traditions, et un patrimoine extraordinaire. Il y a évidemment dans le Nouveau Conservateur des pages, chaque numéro consacré à la défense du patrimoine. Et puis il y a encore autre chose, il y a une sorte de communion dans le passé qui s'est beaucoup vue, vous me voyez venir, et qui a été bouleversante, qui m'a fait pleurer, qui a fait pleurer beaucoup de Français, c'est l'affaire Notre-Dame.
On a pleuré parce qu'on voyait Notre-Dame flamber. Mais moi, ce qui m'a fait pleurer le plus... c'est de voir les gens pleurer. Voilà, c'est de voir les gens pleurer. Je suis d'accord vous avez avec tout vous. à fait compris. Et c'est un épisode passionnant, Notre-Dame. J'ai eu la même réaction que vous. Et ce qui me tue, c'est que le massacre continue, puisqu'ils ont le toupet de vouloir changer l'intérieur de la cathédrale. Oui. Alors il faut se mobiliser. Ils veulent, ça vient de sortir, ils veulent faire un chemin lumineux par terre, comme si on une cathédrale. Comme si on était au cinéma. Ils veulent mettre des petites loupiottes au bout de chaque banc. Qui seront intermittents parce que ils veulent une cathédrale vide et ils ne veulent pas de chaises. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que chez nous, on est quelquefois assis. Les orthodoxes restent debout ou ils s'agenouillent complètement par terre. Dans la mosquée, on s'agenouille aussi, on s'agenouille sur un tapis. Mais nous avons des chaises. C'est la différence. Donc pourquoi dégager les chaises ? Bien évidemment, ça fait longtemps qu'ils ont dégagé les prie-dieux parce que prier Dieu, ça n'est plus d'actualité dans une église, mais en plus... C'était la position la plus agréable, d'ailleurs. En plus, ils veulent... quand il y avait un coussin. Mais en plus, ils veulent vider les chapelles latérales, retirer la majorité des confessionnaux, parce que, bien évidemment, le confessionnal ne sert plus à rien dans notre nouvelle religion. Ça serait sous-entendre qu'il y a un mal et un bien. Or, c'est une notion tout à fait désuète. Tout est mal et tout est bien, vous comprenez. Donc il faut supprimer les confessionnaux, alors que dans tous les lieux de pèlerinage, dans le monde entier, vous avez des confessionnaux avec la langue parlée par le curé qui est à l'intérieur. Ce qui fait que partout, on peut se confesser. Non, c'est pas le problème de Notre-Dame. C'est en relation avec ce dont nous parlions sur la vie intérieure. La confession est un élément majeur de la vie intérieure. Bien sûr. Et la disparition de la confession, donc des confessionnaux, il faut bien dire, ils ne sont pas aussi utilisés qu'ils étaient naguère ou jadis, est un signe de cette modernité qui atteint les vies intérieures et qui les abolit. Absolument. Et puis alors, dernière chose, enfin non, avant-dernière, ils vont projeter des phrases de l'Évangile et de la Bible sur les murs. Donc ils changeront les phrases tout le temps, c'est merveilleux avec les nouvelles techniques. Et puis enfin, ils vont bien évidemment introduire des objets d'art contemporain pour qu'il y ait un dialogue entre les tableaux du XVIIe ou du XVIIIe siècle et les arts contemporains. Vous êtes très conservatrice. Non, mais moi, le parangon du conservatisme. Ah oui, j'aime pas le substantif. Je dirais plutôt l'esprit conservateur, le réflexe conservateur. Fait mourir vous avec êtes totalement un couteau entre les mains en empêchant toute modernité autour de moi. Non, mais là c'est trop, si vous voulez. Notre-Dame a été martyrisée il y a 2 ans, et on veut maintenant la martyriser à l'intérieur. C'est quand même pas normal. Et alors, remarquez qu'on l'a sauvée, quand même. Donc, tout est toujours possible. Je ne pense pas qu'on l'a sauvée. Je pense que la Providence a fait que... C'est ça. On l'a sauvée. La Providence ils ont peut-être raté leur coup, parce que je ne suis pas sûre que cet incendie soit totalement... Je suis à peu près persuadé qu'il s'agit d'un attentat. Le problème d'une cigarette. C'était pendant la Semaine Sainte. Et c'était le lundi de la Semaine Sainte. Non, donc les pompiers qui ont été fantastiques et très très intelligents. Mais là, recommencer 2 ans après et faire ce que la presse anglaise dit, c'est même pas la presse française, le Disneyland de la pensée progressiste, de la pensée du politiquement correct, parce que j'allais oublier, il va y avoir une chapelle consacrée à l'environnement, qui, comme vous le savez, est un sujet extrêmement catholique, très chrétien. Enfin, vraiment, c'est sauver la planète, c'est évident. Sauver la création, c'est évident. Mais il faut se mobiliser sur Notre-Dame. Et voilà, il faut se mobiliser. On peut regagner du terrain partout. Je conseille aux téléspectateurs d'aller voir ma pétition sur mon blog annebrassier.fr. Pétition que j'ai faite avec Stéphanie Bignon, comme il y a quelques dizaines d'années, je crois, Versailles, mon amour, pour interdire l'art contemporain dans le château de Versailles. On n'a pas à offrir. On a gagné cette bataille. Et il y en a plus. Il y a encore dans le jardin, mais il y a encore beaucoup de combats à mener. En ce moment, devant la cathédrale de Toulouse, il y a un espèce de géant affalé, les jambes écartées, nu, bien
sûr, les jambes écartées face à la grande porte de l'église. Vous voyez bien que c'est dérisoire et qu'on balayera tout ça. On balayera, moi c'est tout de suite. Moi j'ai plus le temps d'attendre, ça suffit. Ça fait 60 ans que je supporte ça, non, c'est terminé. Il faut travailler justement sur la longue durée, la longue mémoire et la longue durée. Il faut travailler. Le conservateur est celui qui travaille sur la longue durée. Et voilà. Est-ce que je peux te dire, Anne, que pour s'abonner au Nouveau Conservateur, il faut soit aller sur le site, il y a un site du Nouveau Conservateur qui est facile à trouver, soit envoyer 50 €, 4 numéros, c'est 50 €, notre prix est assez modique. 101 rue Axo. 101 rue Axo, dans le 20e. AXO, dans le 20e. Le nouveau conservateur.org, c'est votre... Voilà, c'est une façon de s'abonner aussi. Et je dirais qu'on en met un peu trop chaque fois. Nous avons un entretien avec Philippe de Villiers, avec Christine Boutin, avec Bernard Carayon et son fils président des Il y a notre ami François Billot de Lochner. François Billot de Lochner. Enfin, on a une trentaine de papiers. C'est peut-être un peu trop tassé. Mais enfin, on n'est pas obligé de tout lire. Hein. C'est très riche et c'est très... Et j'ajoute que désormais, à partir de ce numéro 5, nous sommes à peu près dans toutes les librairies, à condition de le commander. Je pense que les procures, par exemple, vendent le Nouveau Conservateur et bien au numéro. Mais alors, on peut évidemment le commander au numéro, mais on peut aussi demander à son libraire, à travers toute la France, de commander le Nouveau Conservateur. C'est le meilleur service qu'on peut nous rendre, d'ailleurs. Très, très bien. Merci beaucoup... Je vous en prie, chère Anne, c'est un plaisir, ces conversations. Paul-Marie Couteau, et bravo pour ce nouveau conservateur que j'ai lu avec beaucoup de plaisir et dans lequel j'ai appris des choses, parce que je suis d'une génération où on a encore envie d'apprendre. C'est une maladie, ça aussi. Vous savez la phrase de Monterland, la vieille ne voulait pas mourir car elle en apprenait tous les jours. C'est moi. Non, c'est nous tous. On veut en apprendre tous les jours. En tous les cas, les conservateurs veulent en apprendre tous les jours parce qu'ils s'intéressent au monde et au temps et à l'histoire. Oui, ils ne sont pas du tout détachés du monde comme on le dit. Ils sont totalement axés sur le monde et enracinés. Merci beaucoup, Paul-Marie Couteau. Merci, ma chère Anne. Et on attend le bien commun, qui est le prochain numéro. Le bien commun est le dossier du numéro 6, à paraître en janvier. Voilà. À très bientôt, Paul-Marie. Au revoir, chers amis de TV Liberté.